Ouais, ok. Eh bien bonjour, bonjour à tous, bonjour à tous mes abonnés. Me voici de retour pour une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, comme vous pouvez le constater, je ne suis pas seul. En effet. En effet, je vous présente, j'ai l'immense honneur de vous présenter Monsieur Alexis Dubrul, qui est professeur de français et qui est l'un de mes principaux référents en langue française. Donc Alexis, est-ce que tu peux te présenter un petit peu et expliquer comment on s'est rencontrés, comment ça s'est passé en fait? Oui, alors comme tu l'as déjà dit, je m'appelle Alexis Dubrul. Voilà, donc je suis professeur de français langue étrangère, FLE, hein, pour voilà, les spécialistes, enfin, et moins spécialiste, mais donc le français langue étrangère qui est donc le français enseigné aux étudiants étrangers, souvent un public plutôt, je dirais, de personnes qui viennent volontairement pour apprendre notre langue. Et puis d'autre part, j'enseigne aussi l'anglais. Dans des centres de formation. Voilà, je me partage entre ces deux activités. Et nous nous connaissons, James, depuis maintenant pas loin de 5 ans, 6 ans, je crois. Hein. Voilà, nous nous sommes rencontrés pour la première fois à Blablabilon. C'était une association dans laquelle il était possible de parler des langues étrangères à des tables, voilà, avec comment dire, un animateur linguistique qui menait un peu le débat. Voilà. Et donc James c'était un de ces animateurs linguistiques en anglais, à la table d'anglais. Voilà, c'est ainsi qu'on s'est connus, on a sympathisé, et puis voilà, on est toujours dans cet interculturel, dans ces échanges. Et est-ce que tu peux parler un petit peu de ton parcours en fait? Comment ça se fait que tu sois devenu professeur de français? Qu'est-ce qui t'a poussé dans ce métier? Moi en fait, j'ai fait des études de langue, j'ai étudié l'italien et l'anglais à l'université. À l'université de Bourgogne. Donc j'ai fait une licence d'italien. Parallèlement, j'avais aussi fait un cursus anglais, donc que j'ai dans un premier temps interrompu. J'ai commencé à travailler. Par la suite, donc j'ai travaillé dans différentes choses, hein, mais j'ai aussi commencé donc à enseigner le français langue étrangère. Et puis voilà, et puis j'ai repris des études pour faire un master donc en langue et communication, et cette fois-ci donc avec l'anglais en dominante et l'allemand aussi que j'avais repris en cours du soir entre temps. Voilà. D'accord. Donc en fait ton parcours scolaire, ton parcours professionnel, tout a mené vers une carrière de professeur de langue. Oui, en fait. oui, c'est ça, parce qu'en fait, effectivement, les langues m'ont toujours plu, non seulement pour, je dirais, la capacité qu'elle nous donne de communiquer avec autrui, avec des personnes d'autres pays, d'autres cultures, mais aussi parce que pour la langue, je dirais, l'étude des langues elles-mêmes, voilà, l'étude comparative des langues, c'est toujours intéressant de voir comment une chose se dit. Et entre l'enseignement de l'anglais au français et l'enseignement du français au étranger, qu'est-ce qui plaît le plus? Alors c'est tout à fait différent en fait. Bon, moi évidemment, comme je ne suis pas natif, je ne suis pas anglophone, quand j'enseigne l'anglais, je n'ai pas la même assurance peut-être, aussi bien en matière de prononciation qu'en termes de richesse lexicale que je l'ai dans ma propre langue. Néanmoins, j'aime beaucoup enseigner l'anglais, et en particulier dans des centres de formation à des stagiaires qui, comme par exemple c'est le cas en ce moment, à des stagiaires qui partent en programme de mobilité, comme par exemple Leonardo, qui est un des programmes de mobilité européens. Voilà, qui permet à des jeunes de partir à l'étranger et puis de faire un stage en entreprise. Voilà, c'est toujours intéressant parce que ce sont des effectifs limités, des gens, enfin des niveaux différents, mais des étudiants très volontaires, intéressés, enthousiastes, et donc j'aime beaucoup enseigner l'anglais. Mais c'est vrai que l'enseignement du français langue étrangère, c'est peut-être, là évidemment c'est ma langue maternelle, donc j'ai derrière moi toute la richesse lexicale, toutes les ressources linguistiques que peut procurer une langue maternelle, et du coup c'est vrai que j'ai beaucoup plus peut-être bien sûr énormément plus de finesse lorsque j'explique un mot, lorsque j'explique une règle, une structure, et puis bien sûr on peut aussi toujours agrémenter un cours d'anecdotes, d'anecdotes linguistiques, de choses, voilà. Donc c'est sûr que c'est pas tout à fait la même chose. Et est-ce que le fait d'avoir enseigné l'anglais, est-ce que ça a fait que tu as dû justement approfondir tes propres connaissances de la langue en l'enseignant?
Tu veux dire l'enseignement de l'anglais? De l'anglais, oui, exactement. Est-ce que ça va obliger à approfondir mes connaissances de l'anglais? Ouais. Ah bah oui, bien sûr, oui, absolument. Ouais. Et d'ailleurs, je fais toujours en sorte de pouvoir parler anglais dès que j'ai l'occasion de le faire. Donc justement, on fréquente ensemble des after-work et des English, tout ça, où toi, parfois, tu animes les quiz ou des tables d'anglais. Et donc oui, je le fais parce qu'il faut que je sois assez régulièrement en contact avec la langue anglaise. Alors, je l'approfondis aussi en écoutant beaucoup de vidéos en anglais, en écoutant des films en version originale, en faisant, lorsque je ne comprends pas quelque chose ou le sens d'un mot m'échappe, en faisant des recherches sur Word Reference par exemple, etc. Et si tu ne pouvais donner qu'un seul conseil aux Français qui apprennent l'anglais, quel serait-il? Eh bien, je dirais que un seul conseil, bien sûr, c'est d'aller dans un pays anglophone. Donc, est-ce que pour toi, le fait de s'installer dans un pays étranger pour apprendre une langue, est-ce que ça, c'est vraiment primordial? Alors, c'est primordial. Ce qui est primordial, c'est surtout de communiquer avec des natifs. On peut le faire dans son propre pays, pour peu que, par exemple, comme à Bordeaux, on fréquente un cénacle, enfin, un groupe d'amis ou des copains, des contacts anglophones. On peut parfaitement pratiquer l'anglais dans un autre pays qu'un pays anglophone. Mais bon, c'est vrai qu'on n'est pas immergé au point de l'être lorsqu'on habite à Londres et tout ça. Donc je dirais que ce qui est primordial, c'est communiquer avec des natifs. Voilà, ça c'est primordial. Parce qu'on peut parfaitement habiter à Londres et fréquenter la communauté française. Et à ce moment-là, nos progrès en anglais sont très limités et se bornent à, je dirais, peut-être à un environnement urbain anglophone, mais on sait très bien qu'il y a beaucoup de jeunes qui vont en Angleterre et qui n'en tirent pas autant de bénéfices qu'ils le devraient parce qu'ils communiquent avec leur... Et donc, reparlons un petit peu de ton apprentissage personnel de l'anglais. À quel moment de ton apprentissage, est-ce que tu as eu l'impression d'être un locuteur de la langue et non plus un simple apprenti? Ah, tu veux dire pour l'anglais? Ouais. Alors ça c'est intéressant. J'ai eu cette impression-là, je pense, c'est après mon séjour au Canada en fait. J'ai séjourné pendant quelques mois, 3 mois et demi, 4 mois à peu près, bon, ce qui n'est pas énorme, mais au Canada anglophone. Et donc j'étais immergé dans un environnement anglophone. Et c'est vrai que là, c'est peut-être là que véritablement au quotidien, j'ai commencé à échanger sans vraiment plus réfléchir en anglais. Et je me suis senti beaucoup plus à l'aise. Ouais. Alors après, plus techniquement, je dirais que j'ai commencé vraiment à me sentir à l'aise avec l'anglais également lorsque j'ai véritablement saisi toutes les nuances et les différences qui existent entre les différents aspects et les temps. Et en particulier, c'est un aspect pour moi personnellement, ça a été une étape très importante de pouvoir utiliser le present perfect, qui n'existe pas dans notre langue, de pouvoir l'utiliser et même de pouvoir l'appréhender comme le ferait un anglophone. C'est-à-dire que même je suis capable maintenant de reconnaître une erreur. Si quelqu'un ne l'utilise pas, je me dis mais il aurait dû l'utiliser à ce moment-là. Histoire de savoir à quel moment, il faut se servir d'un temps et à quel moment il faut se servir d'un autre temps. Exactement, c'est ça. C'est la maîtrise des temps, et non seulement la maîtrise des temps, mais je dirais, parce que bon, c'est un terme grammatical, mais en anglais souvent on parle, lorsqu'on l'enseigne, en France, on parle de temps, mais on parle aussi d'aspects. Par exemple, le présent simple, ou le présent bi plus ing, comme on dit, c'est ce qu'on appelle des aspects en fait. Et effectivement, c'est quand j'ai saisi en fait quand j'ai maîtrisé ces aspects que là j'ai senti que j'avais fait un pas assez important dans la maîtrise de l'anglais. Et quelles sont les principales craintes que tu retrouves chez les Français quand ils apprennent l'anglais? Je pense que les Français de toute façon, alors ça ça part d'une réalité, mais en même temps peut-être que on ne devrait pas penser comme ça, c'est que les Français, je pense, sont un peu complexés vis-à-vis de l'anglais. Ils ont l'impression, il y a une réputation des Français qui ne parlent pas très très bien les langues étrangères, qui parlent l'anglais surtout avec un accent assez fort, assez prononcé. Donc j'ai l'impression que beaucoup de Français sont un petit peu gênés parfois de s'exprimer en anglais, parce qu'ils ne se sentent pas légitimes dans cette démarche. Et alors c'est vrai que les Français parfois lorsqu'ils parlent l'anglais pas très très bien, ils le parlent d'une façon parfois un peu qui peut être drôle, avec un accent fort, avec des fautes, mais ce qui est normal, ce n'est pas leur langue. Non, je dirais que ce que je retrouve comme crainte, c'est la crainte de parler tout simplement, la crainte de s'exprimer, et donc cette espèce d'inhibition. La peur de faire des fautes. La peur de faire des fautes, oui, la peur de faire des fautes, ouais. Et donc moi j'encourage les gens tout simplement à parler.
Et tout en faisant quand même attention et en approfondissant un petit peu leur connaissance, en posant des questions, etc. D'accord. Okay, well let's speak in English now. Okay. So Alexis also teaches French, as we saw just now. So if you could only give one piece of advice to people learning French, to English speakers learning French, Okay. what would it be? Well, I think it would be the same actually. So, well, it should be to be in contact with French speakers and to just talk to French people. So either in France, but well, the best would be in France, but either in France or elsewhere. I mean, in an English-speaking country, of course, like in Belgium or in Switzerland or in Quebec, but also in your own country. I mean, you can speak French with genuine French speakers, also in England, in London, because there is a huge French community in London, or I don't know, in. And is it important to take lessons with a teacher when you arrive in the country? Absolutely, or especially at the beginning. At the beginning, it's absolutely essential to have lessons with a teacher. Well, a native speaker is better, but also with a French teacher, it's well, a French-English teacher. It can also be a good thing. I mean. Good. And do you think that speaking French with a foreign accent is a problem? Well, as long as you make yourself understood, it's not a problem. But if you, if a native speaker has to prick up his ears because they can understand very well what the French is saying, well, that's a problem. So as long as you make yourself understood very well, it's okay. You can keep your accent. It's even sometimes it's even charming, and it gives something more to your speech. And what was I going to say? Do you have any tips to people to improve their pronunciation? What would you advise someone to do if they wanted to pronounce, wanted to pronounce French better? You mean in English or in French? In French. Oh, okay, in French. Well, are there any kinds of things you can do to? Actually, yeah. I think a good idea is to watch French videos on YouTube, for example, and to to try to understand what is said, and then to reproduce some of the phrases, some of the sentences, just to train your pronunciation and that's it. And just to speak with native speakers and ask them to correct you if you make a mistake. Bien, on va repasser en français maintenant, parce que je vais dire une chose. Toi, tu ne le sais pas parce que tu n'as jamais vu la vidéo, en fait, mais dans une de mes précédentes vidéos, en fait, j'ai parlé de comment j'ai appris le français. Et dans cette vidéo, j'ai mentionné une personne qui, pour moi, était extrêmement importante dans mon parcours linguistique, si tu veux. Et parce que je ne savais pas si tu étais d'accord pour que je dise ton nom ou pas. Donc j'ai dit, on va l'appeler Jean. Donc, cette personne-là, en fait, à chaque fois que je ne sais pas comment dire quelque chose ou que j'ai du mal à prononcer quelque chose, je me demande comment est-ce que Jean prononcerait ça. Eh bien, Jean, c'est lui, c'est Alexis. Donc, merci. Je sais qu'il. Je suis très flatté. Je savais qu'il allait se sentir flatté. Donc voilà. Donc, une grande révélation, en fait, c'est que la personne Jean à laquelle j'ai fait référence dans ma précédente vidéo, c'est Alexis. Eh ben là, je suis très flatté d'être une référence. Et je peux te le dire parce que, avec le temps que j'ai passé avec toi, je ne sais pas, parce qu'il y a même des gens qui remarquent que lorsque je parle français, j'ai un petit peu la même tonalité que toi. C'est intéressant. Ils disent que ma façon de prononcer les choses, surtout ma diction, ils disent que ça ressemble à la tienne. Oui, ce qui n'est pas étonnant, parce que c'est vrai que j'ai une bonne diction, mais pour cause. Parce que comme je suis justement prof de français langue étrangère... Parce que toi, en fait, t'es d'origine bourguignonne, en fait. Non, alors pas vraiment, non. Moi, je suis
d'origine provençale. Donc d'origine provençale, parce que j'imagine que la plupart des Provençaux Oh, ne un parlent accent. pas forcément comme ça. Non, mais, alors, Mais comment est-ce que tu as développé cette façon de parler justement? Qu'est-ce qui te... Est-ce que non, c'est justement le fait d'avoir été professeur qui t'a oui, c'est poussé ça. à parler Bah, d'une c'est ça. certaine Bah, façon? en fait, moi j'ai habité donc en Provence, j'ai habité en Savoie et Haute-Savoie, j'ai habité en Bourgogne. Parce Maintenant, que- j'habite depuis 7 ans dans la région bordelaise. Donc, en fait, j'ai un accent très neutre. Souvent, on compare plutôt Parce à que un c'est vrai qu'on accent. a du mal à discerner tes origines Oui, en, fait, oui, oui. en t'écoutant. Mais j'ai un accent neutre qui en fait, bah, le fruit peut-être un mélange de toutes ces influences, mais aussi parce que, ben, voilà, comme je suis professeur de français langue étrangère, et ben, je m'efforce de prononcer correctement les choses, déjà pour mes étudiants, et ensuite, c'est aussi ça c'est un goût personnel, hein. J'aime m'exprimer correctement avec des mots choisis et j'aime être compris. Donc c'est aussi dans mon caractère d'appuyer sur les mots, d'appuyer sur les syllabes pour voilà, transmettre un message le plus intelligible possible. Justement, comme on parle de diction et d'élocution, etc., quand on apprend une langue, Oui. alors quel pourcentage de son temps est-ce qu'on doit consacrer justement à des exercices de prononciation et quel pourcentage de son temps est-ce qu'on doit se consacrer à des exercices de grammaire et d'expression? Bah, alors je dirais, tout dépend des difficultés initiales en fait. Ouais. Si il s'avère que pour des raisons de langue maternelle, on a vraiment des très gros problèmes à prononcer l'anglais, bah, il faut faire beaucoup plus d'efforts dans ce domaine. Après, si on arrive à être compris de manière à peu près, je dirais, sans difficulté par un locuteur natif, alors peut-être qu'il est préférable d'axer sur la grammaire tout en faisant quand même très attention à sa prononciation. Parce que moi je trouve qu'il y a deux cas. Enfin, parce que moi pour avoir enseigné un petit peu le français maintenant, parce que moi c'est un peu comme toi quand tu enseignes l'anglais. Pour moi j'ai pas beaucoup de références en français, enfin j'ai quelques références. Tu en as. Mais enfin, c'est comme tu le disais pour l'anglais. Tu as bien plus de références en français que je n'en ai en anglais. Je manque un petit peu mais il me manque un petit peu d'assurance en fait quand j'enseigne le français. Mais j'ai tout de même pu constater qu'il y a deux cas différents au niveau de la prononciation. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont une très bonne syntaxe, mais qui gardent leur accent, leur accent personnel, en fait leur accent de chez eux. Ils font quasiment aucun effort pour prononcer soi-disant correctement, mais qui ont une très très bonne syntaxe, une très bonne grammaire. Et je trouve qu'il y a un autre camp de personnes en fait où on trouve que ces personnes-là elles prononcent bien, mais en fait il leur manque un petit peu de connaissances et ben en fait tout dépend grammaticales, quoi. Voilà, ben, tout dépend en fait moi j'ai remarqué également ça, et tout dépend en fait de l'importance que la personne en question a attribuée à l'une de ces deux compétences en fait. C'est-à-dire que pour certaines personnes il est essentiel de bien prononcer. Alors ça se fait peut-être dans l'étude, peut-être au détriment des structures, de la correction des structures. Et pour d'autres, par contre, il y a des gens qui sont très décomplexés vis-à-vis de leur accent. Ils se disent, bon, bah, je suis compris, je garde mon accent. Et voilà. Et donc, par contre, ils font un effort tout particulier sur les structures. Je vais le dire très, très clairement, c'est plutôt mon cas. Puisque moi, on pourra le constater, j'ai un accent. Je n'ai pas un accent français très fort, mais j'ai un accent quand même assez neutre. C'est assez neutre en fait, assez neutre, tu es tout à fait compréhensible. Voilà. Je pense que mais reconnaissable néanmoins. Il me semble que les spectateurs vont sûrement en dire quelque chose. Mais moi, pour moi t'es parfaitement compréhensible. Voilà, c'est l'essentiel. Et c'est vrai qu'en France, après tout, en France, il existe de nombreuses personnes, en particulier d'origine espagnole ou portugaise, qui parlent parfaitement notre langue, mais qui toute leur vie garderont leur petit accent. Si tu veux, je suis pas fan des stéréotypes. Mais je trouve que la plupart des personnes qui font justement un petit peu trop d'efforts au niveau de la prononciation, je trouve que en général ce sont des femmes d'un certain âge en fait, qui ont des femmes qui ont la trentaine, la quarantaine, qui sont très attachées à la culture, qui vont absolument se faire passer pour des Français, pour des Françaises en fait. Pour des Françaises, tu veux parler de... c'est-à-dire des étrangers, des femmes étrangères qui viennent en France, je comprends. qui veulent absolument se faire passer pour des Françaises en fait. Donc qui insistent tellement sur la prononciation, mais comme tu le dis, au détriment de leur connaissance grammaticale de la langue, ce qui fait que voilà, donc il y a beaucoup de sons franco-français dans leur façon de parler, mais sans pour autant qu'elles parlent vraiment avec une maîtrise grammaticale très très importante. C'est vrai, oui. Alors je ne sais pas véritablement si
il s'agit d'une catégorie de la population. Non, mais c'est juste une chose que j'ai remarqué. Tu l'as remarqué, oui, effectivement, c'est possible. Alors après, je pense qu'il y a quelque chose de très. Il y a aussi un aspect très psychologique dans tout ça. Une personne qui veut maîtriser l'accent, c'est peut-être une personne qui veut se fondre dans la société de manière plus. Qui veut être plus caméléon, on va dire. Peut-être qui ne veut pas. Qui a envie de passer inaperçu, en fait. Qui a tout simplement envie de s'intégrer peut-être de manière plus homogène. Voilà. Et puis peut-être qu'il y a chez des personnes qui font des efforts bien sûr dans la correction de langage, dans la façon de s'exprimer, mais qui gardent leur accent, peut-être la volonté de garder une spécificité et d'apparaître comme un étranger pour peut-être justement susciter l'intérêt. Parce que quand on est étranger, c'est vrai que parfois dans un autre pays, on suscite souvent la curiosité et l'intérêt, ce qui peut être aussi agréable. Justement. Et au niveau de la correction, justement, parce que tu as parlé de correction, j'ai pu remarquer que certains Français ils corrigent tout le temps les étrangers, alors que d'autres ils ne le font jamais. Voilà. Pourquoi est-ce que c'est le cas? Pourquoi est-ce qu'il y en a certains qui le font alors que là, d'autres alors là, on rentre dans quelque chose qui est autre chose que la langue, qui est des rapports on va dire des rapports entre deux personnes. Quand on corrige une personne systématiquement sur sa langue, ça peut être effectivement de manière louable pour l'aider à progresser, mais ça peut être aussi pour exercer une forme je dirais, d'ascendant sur la personne. Ah oui, justement, lui montrer qu'elle est en dessous. Voilà. Et donc là, on rentre dans de la psychologie en fait. Et donc je pense qu'il faut la bonne. C'est-à-dire que si on assume un personnage de donneur de leçons. Exactement. Ça peut être aussi une déformation professionnelle un peu du professeur qui systématiquement est dans la correction et dans pas le jugement, mais dans l'évaluation. Donc je pense qu'aussi ça peut être contre-productif. Absolument. Si on est constamment en train de reprendre les gens à chaque fois qu'ils font une faute, en fait, à la moindre extrêmement contre-productif parce que c'est très inhibant. En fait, la personne ne se sent plus légitime dans sa production orale. Et donc, elle va se sentir un petit peu, c'est comme un enfant, entre guillemets, à qui on reproche toujours quelque chose. Au bout d'un moment, il se recroqueville un peu sur lui-même, il perd de sa spontanéité. Justement, si on comparait en fait un Français ayant des connaissances assez basiques en anglais, qui part en Angleterre sans quasiment aucune connaissance de l'anglais et qui arrive sur place, je suis persuadé que sa courbe de progression va être beaucoup plus prononcée que celle d'un Anglais venant en France. Oui, c'est bien possible. Parce qu'en fait, justement, parce que les Anglais, quand les étrangers parlent, quand ils font des fautes de syntaxe, tant que la compréhension n'est pas mise en jeu, il n'y a quasiment jamais de correction. C'est vrai. À moins que la personne en sollicite. Ouais, c'est vrai, tout à fait. C'est très agréable. C'est d'autant plus agréable dans les villes très cosmopolites comme Londres et ou dans des pays comme le Canada. Quand j'ai vécu à Toronto, je me rappelle très très bien qu'il y a tellement de personnes d'origine différentes, donc chacun parle l'anglais avec un petit accent souvent qui lui est propre, et donc jamais les gens ne sourcillent lorsqu'ils entendent un accent étranger, et on se sent complètement légitime. Parce qu'il y a une telle variété d'accents. Et donc on ne se sent pas du tout gêné, on se sent très très libre de parler, ça c'est formidable. Moi, si j'ai un conseil à donner, c'est pour une personne qui a affaire à un étranger apprenant le français, ce n'est pas non plus de jamais le corriger, parce que là, la personne, parce qu'il se passe aussi une chose qui peut être parfois un effet un peu pervers, c'est que si on ne corrige jamais la personne, à partir du moment donné où elle va être comprise, ne fera plus d'efforts pour se corriger, et il va stagner à un niveau qui sera un niveau très satisfaisant, certes, mais il y a des fautes très durables qui vont s'installer et qui seront très difficiles à corriger par la suite. Donc ce qu'il faut, c'est une juste mesure. C'est-à-dire corriger de temps en temps, laisser parler mais pas en permanence. Bon, là, surtout pas. Corriger de temps en temps sur des choses qui semblent peut-être les plus embêtantes ou les plus importantes, et puis ne pas hésiter aussi de temps en temps à encourager, parce que ça c'est quelque chose qui est très important. Moi je le dis parce que c'est personnel, mais j'aime parfois être encouragé dans ma production linguistique, c'est-à-dire qu'on me dise une fois de temps en temps, dis donc, quand même, tu te débrouilles, tu te débrouilles bien en anglais, tu te débrouilles bien en italien, ou je ne sais quoi, c'est toujours agréable. En fait, moi, si tu veux, j'aimerais te parler de mon expérience personnelle. En fait, c'est que moi, quand je rencontre des personnes que je ne connais pas, quand je rencontre des gens pour la première fois,
moi, parfois, je m'amuse en fait à parler d'une certaine façon, à forcer justement la prononciation Oui. pour essayer de cacher mes origines en fait. Ah, oui. Pour moi, c'est un défi personnel. C'est vrai, bon alors c'est un jeu plutôt. Justement, la durée de temps pendant laquelle je suis capable de te tenir en fait, avant que la personne s'en aperçoive que je ne vienne pas de France. En je fait. comprends, je comprends. Et parfois, je m'amuse à faire ça. Et donc, c'est pour ça justement que j'évite, en début de soirée, en fait, quand je vais à un repas ou je sais pas quoi, en début de soirée, j'évite justement de parler de mes origines. Et je laisse, enfin, j'essaie de regarder dans les yeux de la personne pour savoir si elle me comprend spontanément, si elle, non, j'arrive pas à parler, si elle a du mal à me comprendre, et si justement, parce que ça se voit, hein, en fait, quand t'as un accent aussi petit soit-il, en fait, tu vois dans les yeux de la personne qu'elle essaie de deviner d'où tu viens, quoi. Voilà. Et donc moi, pour moi, c'est un défi personnel. En Ouais, fait, bah écoute. c'est de pouvoir tenir le plus longtemps possible sans que les gens s'aperçoivent Voilà. que je sois pas français, justement. Voilà, d'accord. Et pour moi, c'est un défi personnel. Ouais. Enfin, après, si les gens s'en aperçoivent, pour moi, c'est pas gênant. Il faut savoir une chose, c'est que je crois que c'était, enfin, mis à part vraiment dans les cas de bilinguisme, c'est-à-dire lorsqu'on a appris une langue, deux langues au même niveau, Ouais. et il y a un moment donné où, On un va toujours autre, dire quelque chose on va qui ne va pas, quoi. Ouais. Eh ben, non, mais il y aura un petit indice. Bon, je dois avouer que dans ton cas, enfin, beaucoup de gens s'y sont trompés. D'ailleurs, beaucoup de gens n'ont pas du tout décelé que tu étais étranger, quoi. Mis à part quand même une apparence très Ouais. british. Mais je veux dire, à part ça, c'est vrai que hein, tu le sais bien, hein, beaucoup de gens ont été étonnés parfois lorsque tu as révélé que tu n'étais pas français. Hein. Voilà. Mais après, bon, avec le temps, dans une conversation plus longue, c'est ça, à un moment donné, il va y Tu avoir, vois, il y a toujours il va y quelque avoir chose. un petit Il y a juste un indice, manque de spontanéité, en fait, qui fait que, voilà, ouais. Voilà, bon, mais voilà, bon, oui, c'est un défi. Ouais. Mais ça peut être un défi bon, qui peut être très, comment on pourrait dire, très motivant aussi, Ouais. très émulant, quoi. Ouais, c'est un jeu, pour quoi. ça que hein, je le fais, justement. Voilà. C'est d'essayer, justement, de cacher mes Voilà. origines, en fait. Et par Mais exemple, bon, ceci dit, tu n'as pas à les cacher parce que, je veux dire, même si tu as un gars, Ouais. si tu avais un non, mais accent- c'est pas parce que c'est pas Voilà. parce que j'ai honte de mes Oui. origines. Pour moi, c'est juste, c'est l'ultime défi linguistique, Voilà, si je tu comprends, veux, je comprends. c'est de parler pendant un certain temps, sans justement que les gens s'en aperçoivent que, voilà, sans que les gens s'aperçoivent que je sois pas, voilà. Voilà, oui, ben c'est bien sûr, mais bon, ça c'est pour ça, évidemment, ça nécessite une très très bonne prononciation. Et donc, comme tu as dit qu'un accent n'a pas beaucoup d'importance tant que la compréhension n'est pas mise en jeu, mais pour moi, si tu veux, même si tu dis un accent n'est pas très important, je l'ai dit lors de mes précédentes vidéos justement que un accent étranger dans n'importe quelle langue au monde n'a pas beaucoup d'importance tant que les gens sont capables de vous comprendre. Donc là, il n'y a pas de souci. Mais d'un autre côté, en fait, justement, essayer de forcer l'accent un petit peu, ça peut être un bon exercice. Oui, bien sûr. Non, un bon exercice, quoi. Absolument, il est toujours, bien sûr, il est toujours bénéfique et il est même nécessaire de toujours forcer. De forcer, ouais. Pas forcer, mais non, mais de s'efforcer, de s'efforcer de prononcer les mots mieux, plus justement, etc. Donc oui, il ne faut pas se relâcher non plus. Hein, parce que c'est vrai que si on est compréhensible, mais que néanmoins on a un accent très très fort, ça peut ne pas être très agréable parfois à l'oreille. Voilà. Ouais, donc l'important c'est surtout qu'il n'y ait pas de gêne de la part de la personne qui vous écoute, qu'il n'y ait aucun effort. Ouais. À partir de là, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que c'est toujours intéressant et nécessaire de s'efforcer de prononcer mieux les mots. Et donc tu as parlé du bilinguisme, en fait, ça c'est une question très importante, parce que déjà, en France, je trouve que la définition de bilingue qu'on applique en France est complètement fausse. Oui, alors... Elle est complètement fausse. En fait, il y a le mot... Parce que pour moi, une personne bilingue, c'est quelqu'un qui est de naissance. Alors, l'adjectif bilingue est utilisé, il est utilisé dans deux acceptions différentes, selon que c'est dans le monde du travail ou pas. Quand on parle de bilinguisme, quand on dit, quand on recrute une secrétaire bilingue, bien entendu, on ne s'attend pas à ce que la personne parle l'anglais aussi bien que le français et l'allemand au même niveau. Naturellement, ça veut dire simplement des compétences suffisantes pour, je dirais, pour s'exprimer au téléphone, avec des clients, etc. Ouais, c'est ça que ça veut dire. Voilà. Mais le vrai bilinguisme,
au sens linguistique du terme, il n'existe. est tellement inné en fait. En fait, c'est tout simplement lorsque un enfant a des parents de deux cultures, ça, de deux langues maternelles différentes, et que dès la naissance, ou dès son enfance, il sait s'exprimer aussi bien dans une langue que dans l'autre. Il faut savoir à ce sujet que l'oreille, on dit l'oreille devient nationale à partir de l'âge de 11 ans à peu près. C'est-à-dire qu'à partir de cet âge-là, systématiquement, toute langue apprise sera comparée à sa langue maternelle. Et donc fera l'objet d'une comparaison et forcément passera au filtre non seulement de la langue maternelle, mais aussi de la culture. Justement. Et donc, justement, en parlant de bilinguisme, en fait, c'est vrai que, parce que quel que soit le niveau qu'on atteigne dans une langue étrangère, il y aura toujours quelque chose qui manquera, je pense. Il y aura toujours un élément manquant. Alors, un tout petit cerneau, un petit noyau dur en fait de spontanéité. Pour moi, si tu veux, quand on n'est pas bilingue de naissance, je pense qu'on n'obtiendra jamais ce niveau de spontanéité. Non, effectivement, je pense on peut être à 99%, ou 99,5%, mais il restera toujours. Toujours un petit fond de quelque chose qui fait qu'on n'est pas. Parce que moi je peux te le dire, dans mon cas aussi, j'ai parfois du mal à avoir des conversations spontanées avec les gens si tu veux. Moi quand on se lance dans des discussions comme ça, moi j'ai aucun souci. Je peux m'exprimer je pense à peu près correctement, avec un vocabulaire assez varié, mais quand il s'agit de parler des choses banales de la vie quotidienne, parfois il me manque des réflexes. Quand on me dit une certaine chose... ce sont les phrases réflexes. Les phrases réflexes, voilà, exactement. Alors ça, c'est très amusant parce qu'on peut, par exemple, moi, c'est mon cas dans la langue allemande, je suis capable parfois de parler de mon travail, de mes études, de ce que j'ai fait, de où je suis allé en allemand. Et je me rappelle très très bien, une fois j'étais en Allemagne, j'étais au supermarché et j'ai été incapable tout d'un coup de dire tout simplement, de demander au client, à la cliente qui était derrière moi, si les produits qu'elle avait sur le tapis roulant... elle était une phrase, je ne sais plus exactement ce que c'était, mais c'était une phrase très banale, et une de ces phrases réflexes en fait, et qui me manquait tout simplement. Et ces phrases réflexes, ça évidemment, ce sont des phrases idiomatiques qu'on apprend sur le tas tout simplement, dans les situations de la vie quotidienne. Et moi, si tu veux, j'arrive jamais à prononcer en français juste les trucs les plus basiques. En fait, par exemple, pour dire bon appétit. Moi, quand je dis bon appétit aux gens, ils ne me répondent pas. Parce que justement, j'ai pas la... je pense même pas que ce soit une question de prononciation, c'est juste, j'ai peut-être pas la bonne intonation, j'insiste pas sur la bonne syllabe, je sais pas. Mais à chaque fois que je dis bon appétit aux gens, mais ils ne répondent pas. Alors bon, j'ose une petite blague, c'est peut-être parce qu'en Angleterre ça se dit pas. Peut-être parce que tu leur as préparé de la nourriture anglaise. Non. Et le fait de commencer une conversation spontanément comme ça, avec une petite interjection comme ça, tu vois. Oui, tout à fait, je vois ce que tu veux dire. Oui, mais ce sont parfois ces petites choses qui sont les plus difficiles à obtenir, ou je dirais à acquérir. Ce sont tout ce panel de phrases réflexes, comment on pourrait dire, de phrases aussi qu'on appelle, ça s'appelle la fonction fatigue. C'est tous ces mots qui ne veulent rien dire, mais qui sont destinés à... comment on pourrait dire, à commencer une conversation, à établir la communication avec autrui. Et c'est vrai que c'est aussi là-dedans que réside la langue, que réside tout de l'identité d'une langue, c'est dans toutes ces petites choses de la vie quotidienne. Et en plus, juste une j'arrive pas à parler. Juste une toute dernière question avant qu'on mette fin à cet entretien, parce que là ça fait déjà 40 minutes qu'on parle. Quand même. Ça fait. Je n'ai pas vu le temps passe vite. Absolument. Donc moi je trouve que à force d'apprendre la grammaire et de faire des exercices de grammaire assez rigoureux, je pense que parfois on a tendance à se compliquer la vie, c'est-à-dire qu'à vouloir faire des constructions plus compliquées, alors qu'une construction plus simple suffirait dans la plupart des cas. Et je ne sais pas si pour toi c'est le cas aussi, c'est-à-dire que moi parfois quand je veux dire des choses, je fais tellement d'efforts pour sortir une phrase fleurie, grammaticalement correcte. Je vais t'expliquer aussi une chose, c'est qu'en fait ton rapport à la langue, bien que tu parles le français extrêmement, absolument couramment et excellemment bien, ça reste encore, comme tu l'as dit tout à l'heure, un défi pour toi. Et tu as une démarche ludique avec la langue. Tu joues avec la langue, tu joues parce que c'est un objet exogène. C'est quelque chose que,
les Français aussi le font, hein, bien sûr, hein, quand on fait du théâtre, quand on fait le show, la comédie, et après, on joue avec la langue, on la travaille, on la prononce. Plus simple. Voilà. Mais c'est vrai que tu as cette démarche-là, donc tu cherches à faire des phrases, tu es dans l'inventivité parce que voilà, c'est une matière de travail. Alors, quand j'analyse un petit peu ma façon de parler à moi, c'est justement que j'essaie de faire trop d'efforts en fait pour faire des phrases trop fleuries en fait. Et, parfois ça peut se retourner contre moi. Mais bon, et justement, toujours dans cette démarche, tu fais beaucoup de calembours, des calembours que même les Français ne penseraient pas à faire, précisément mais parce que toi, en anglais, tu trouves que c'est le même cas pour toi, c'est-à-dire que quand tu... Non, pas vraiment. Pas vraiment. Par contre, c'est vrai que je cherche, bon, en ce moment par exemple, quand je potasse un peu, je dirais, mes bouquins d'anglais, je suis toujours émerveillé par la richesse lexicale de l'anglais et le système des phrasal verbs qui permettent d'exprimer en 2 mots ce qu'en français on exprimerait en une phrase. Des milliers de combinaisons possibles. Et c'est extraordinaire, voilà. Et je pense que, bon, moi j'identifie les phrasal verbs comme un des éléments qui identifie la langue anglaise, en fait, qui la rend particulière. Et je cherche justement à maîtriser plus de phrasal verbs, aussi bien dans la compréhension passive que dans la production. Voilà. Donc, Alexis Dubrul, merci de ta présence merci à toi. sur le plateau de la chaîne James Emery de YouTube. Voilà. Merci d'être venu. Ça m'a été un véritable plaisir de pouvoir te présenter à mes spectateurs. Voilà, je dis parce que à mes abonnés. Salut tout le monde et puis je te remercie de m'avoir invité à discuter avec toi. Parce que ça fait si longtemps que j'attends justement le moment où je peux te présenter à mes à mes spectateurs, donc je suis très très content. Mais ça se voit peut-être, hein, mais je suis pour moi c'est un immense plaisir de pouvoir te présenter. Donc, merci d'être venu. Voilà. Merci et une prochaine fois. Hein, peut-être une prochaine fois, d'ici quelques mois, on pourra peut-être revenir devant la caméra pour parler de quelque chose. Absolument. Pas parler d'autres questions linguistiques. Exactement. Donc, merci à tout le monde d'avoir regardé cette vidéo. Vos commentaires sont toujours les bienvenus. Et à très bientôt sur YouTube. Au revoir.